Bienvenue pour la suite de la fabrication de la cintreuse à profiler. Aujourd'hui, je vais donc usiner la partie que je nomme la base. C'est donc quelque chose qui va se faire sur le tourquern. Tourquern qui me fait des petits soucis ces derniers temps. Il a une méchante fuite d'huile sur la barre du bas. La barre du bas, c'est celle qui permet le contact on-off de la machine. Lorsque j'avais donc démonté cette boîte à vitesse là pour la refaire il y a quelques années de ça, j'avais donc changé les joints de toutes ces parties là, inclus donc la partie qui me préoccupe aujourd'hui. Et j'ai souvenir d'avoir pris là aussi un joint dans un kit que j'avais qui traînait dans l'atelier. Et c'était à mon avis une mauvaise idée. Le joint devait être vieux déjà. Donc là je vois qu'une solution, c'est qu'il a dû cassé, on va dire ça comme ça. Donc j'ai vraiment une grosse fuite d'huile constante au niveau de la boîte. Donc j'ai, si on veut bien, le niveau d'huile qui descend. Et je suis constamment obligé de re-remplir tout ceci. Donc je crois que ça va être prochainement une vidéo un petit peu plus mécanique par rapport à une réparation de machine. À savoir, je vais devoir m'amuser, et je ne m'en réjouis pas, vous pouvez me croire, de déposer à nouveau toute la partie qu'on voit ici, donc la boîte à vitesse qui est donc solidifiée avec ces trois axes ici, la vis mère, la vis d'avance. Il faut que je démonte le petit supérieur, que je sorte la boîte ici du transversal. C'est un gros boulot. Le palan que j'ai donc installé là au-dessus va bien m'aider pour ceci. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais commencer aujourd'hui. C'est par contre une décision que j'ai prise aujourd'hui en arrivant ce matin et en voyant la quantité d'huile qui est dans mon petit bac ici, que j'ai mis provisoirement. Bref, on va se rapprocher et je vais vous montrer un tout petit peu plus là mon aiguillage de pièces comme j'ai prévu donc de le faire, puisque je n'ai pas pu acheter cette plaque en fonte pour faire la base complète. On se rapproche et c'est parti. On a ici les pièces, on va dire, du puzzle. J'ai ici mon brut de 195 mm de diamètre qui va donc devoir être usiné, et lui va devenir la base. Il va être fixé sur deux tôles de 8 mm que j'ai ici, que je n'ai pas encore travaillé. Je vais devoir donc les assembler elles aussi. Déjà les amener un tout petit peu dans des cotes précises pour ensuite simplement peut-être les pointer pour les solidariser les deux ensemble. Petit coup de soudure sur le pourtour, pas sur tout le pourtour pour pas les déformer. Là j'ai un gros bloc qui lui va faire donc la partie qui s'appelle la base du mort coulissant. Un gros brut aussi qui va donc lui devoir être travaillé pour obtenir le même diamètre ici sur le pourtour, puisqu'il va venir s'avancer sur le bord de la pièce. Celui-ci va aussi être fixé sur la base, sur la plaque, très certainement avec un petit coup de pointage ou TIG lui aussi. Donc il y a encore pas mal de trucs à faire, mais voilà, ça va gentiment se mettre en place. J'ai reçu ici donc deux roulements. Là je vous en montre que un, c'est un donc NA 6912. Il vient avec sa bague intérieure, roulement à aiguille, qui va donc être mis en place au centre. J'ai fait une petite erreur là dans mon concept, une erreur qui va donc me nécessiter un petit peu plus de travail que prévu. Celle-ci est due au fait que donc dans la première partie de mon projet, j'étais parti sur la base pleine. La base pleine me permettait donc de passer au travers de cette pièce et du socle, parce que le roulement est plus épais que la base ici. Donc si on veut bien, l'alésage, lui, va devoir correspondre entre la base et mon brut ici. Ça va donc très certainement me permettre d'utiliser ma tête à aléser, la Volapter PA50,
mais j'ai pas encore tout à fait, donc enfin si, j'ai déjà pensé de la manière dont je vais procéder, à savoir je vais préparer la base ici, pratiquement la terminer, je vais faire un alésage autour qui ne sera pas tout à fait à la cote finale. Je vais venir fixer cette base sur mes plaques qui auront donc été terminées et je terminerai l'alésage complet avec la tête à aléser sur la fraiseuse, ce qui me permettra d'avoir une correspondance parfaite entre cette pièce-là à la base et les plaques. Sinon ça risque d'être un peu compliqué. Et puis voilà, donc il y aura encore aussi la tête à aléser ici qui va devoir faire le diamètre extérieur sur cette pièce-là, puisque j'ai dit qu'elle allait rentrer à l'intérieur. Donc je suppose qu'il va y avoir des petites vidéos sympas. Enfin en tout cas je me réjouis de pouvoir essayer cette tête à aléser dans un projet concret. Mais ça sera pour plus tard. Aujourd'hui donc, on va se préoccuper de ce brut. Un peu la même chose que la première partie que vous aviez vue là, où j'ai travaillé la partie supérieure. Je vous montre de plus près là mon petit souci actuel. Le niveau d'huile au centre. On a déjà ces deux manettes qui sont sous le niveau d'huile. J'avais donc heureusement changé tout ce qui est joint à l'intérieur. Ici, j'avais complètement démonté les deux manettes. Donc là, c'était OK. J'avais acheté du neuf. Et grosse bêtise de ma part, il y a un joint là derrière. Et le même de l'autre côté de la boîte. Et c'est donc ces deux-là que j'ai utilisé avec quelque chose qui n'était pas de première fraîcheur, visiblement. Donc ça, c'est la barre qui permet d'actionner l'interrupteur. Donc elle tourne simplement en haut en bas. Mais voilà, elle traverse la boîte et elle est sous le niveau d'huile. Donc la fuite vient d'ici. Et ça coule méchamment. Donc aujourd'hui, je vais juste faire le plein pour me permettre d'utiliser le tour dans la journée. Voici le cache latéral. Tout en métal. Lui aussi, l'interrupteur, l'axe dont je vous parle, il arrive là, il actionne cette chaîne, et l'interrupteur, lui, il est derrière cette plaque. Alors, je vous ai pas non plus, j'ai pas été plus loin dans mon explication, je pense justement supprimer carrément, lors du démontage, la traversée de la boîte avec cette barre, pour externaliser, on va dire, l'interrupteur, et plus avoir ce souci de passage sous le niveau d'huile, en fait, dans le bain d'huile. Je crois qu'une fois que je vais démonter, ça sera peut-être l'occasion de réfléchir un tout petit peu pour faire différemment. J'aimerais bien laisser donc le système, lui, du on-off ici. Voilà, je me suis habitué à l'avoir là. Je pourrais, avec le variateur, l'externaliser sur un petit interrupteur externe. Je n'ai pas encore tout à fait vraiment décidé ce que je vais faire. Si je fais comme ça, donc la barre, je vais la laisser. Je vais refaire une pièce ici qui va juste la réceptionner contre le bâti là, de la boîte. Ainsi, elle pourra quand même tourner. Et puis l'interrupteur, au lieu de l'avoir ici, ben, je le ferai différemment extérieur. On verra ça. Pour l'instant, l'accès, il est là. Je vais aller chercher l'outil nécessaire pour l'ouvrir et on va remplir tout ça. Je n'ai pas la clé Allen du bon diamètre. Donc on fait là aussi avec les moyens du bord. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste en fait voir apparaître le niveau en bas de la fenêtre, puisque tout ce que je suis en train de mettre là, c'est de l'huile perdue. Et voici. Donc là on voit la pignonnerie qui permet donc de faire tout ce qui est les filetages. Étant donné que j'ai une vis mère en inch, là j'ai toute la pignonnerie qui est montée pour faire quelque chose en métrique. J'ai les jeux complets à l'arrière là qui sont, si on veut faire donc des filetages, là aussi en inch à changer. Là j'avais monté un petit interrupteur, pas un interrupteur, un capteur qui me permet donc de visualiser les tours réels de la broche. Ce qui est bien pratique avec le variateur, puisqu'on n'arrive jamais trop à savoir où on se situe, puisqu'on joue dans la plage dans laquelle on s'est mise sur la boîte à vitesse. Donc là, grâce à ceci, j'ai la vitesse
réel qui s'affiche en haut. Allez, on va bosser un petit peu maintenant. Je vais essayer de laisser un peu d'espace à l'arrière de ma pièce. Alors, ce que je fais ici, on va s'éloigner de manière déjà ne pas toucher l'outil. Là, vous y voyez, mais moi je vois s'il tourne rond ou pas, ce qui n'est pas le cas. Voilà, je suis assez parallèle la face par rapport au mandrin pour pouvoir commencer maintenant à regarder dans l'autre sens. Donc ici, j'aurai facile 2 mm. Mais je suis pas trop mal là dans un premier. Ok, ben écoutez, ce que je vais faire là, je vais simplement essayer de faire une petite marque et puis je vais mesurer le diamètre que ça me donne. Et si mon diamètre est supérieur à la cote finale, eh ben je vais rester comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme 188,6. Chercher mon zéro, il est là. Ah, ça y est, j'ai le bruit constant sur la circonférence. Alors c'est vrai que vous êtes bien en face là, avec la caméra. Moi je suis de côté, j'ai de la peine à voir l'axe vertical. Vous allez me dire que Album 79 n'a pas ce souci là. Mais le Marco, lui, il n'a pas encore la dextérité sur les grands diamètres avec son micromètre. Ce qui nous donne ici... Oh, bah écoutez, on n'est pas trop mal de 1187 là. 187 et 1 centième. Pour autant que ma prise de mesure soit juste. Mais je crois que dans la finalité de l'objet que je suis en train de fabriquer, ça va pas être bien grave si je suis à quelques centièmes. Donc je vais rester là, dressage de la face pour ensuite donc travailler mon alésage depuis ici. J'ai aussi quelques petits évidements à faire sur la face qui nous intéresse. Mais il me faut tout de même regarder l'heure, car Madame m'attend. J'ai encore un peu de temps, donc on va en profiter. Voilà, c'est cette face. J'ai pas été voir si je suis bien à la bonne hauteur. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. J'aurais dû regarder ça avant, hein, vous allez me dire. Marco. Pour ceux qui s'inquiètent pour moi parce que je porte des gants, vous avez raison de vous inquiéter, il ne faut pas utiliser des gants sur un tour. Mais comme il fait 3 degrés dans l'atelier, avec le métal,
est bien frais, voire froid. J'ai les gants, à mes risques et périls. Allez, on va enlever ceci. Qu'est-ce qu'il reste à nettoyer là? Tout petit chouillant là, on va le prendre tout de suite, comme ça on va faire qu'une passe. J'ai un peu de marge sur mon épaisseur, je vais donc reprendre avec mon autre outil, juste pour voir quelque chose de plus propre. Allez, 250 tours. Voici qui est un tout petit peu mieux. On va rester comme ça. J'attaque ici l'arrosage traversant. J'ai tracé une petite marque simplement pour me donner une idée là où je vais devoir m'arrêter sur ma première passe. Je prendrai une mesure, je vais ajuster après donc mes manettes là, pour avoir ma dimension exacte. Je vais rester sous une dimension inférieure à l'alésage final puisque j'ai donc dit que je le ferai sur la Chaubline avec la tête alésée. Un petit peu trop là, 2,5, on va revenir en arrière. Voilà, le plus gros est fait, j'ai traversé. Maintenant, je vais charioter pour donc nettoyer la paroi, arriver à ma dimension. Et ensuite, on va retourner la pièce. Une petite cote là au fond.
J'ai donc laissé 2 mm sur le diamètre là, de cote, inférieur à ce que je dois arriver, pour laisser un tout petit peu voilà, de viande, on va dire, lorsque je vais me retrouver sur la fraiseuse là, pour utiliser cette tête à alaiser avec laquelle j'ai fait joujou très 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 peu. Donc ça serait bien d'avoir un peu de matière pour assurer le coup, on va dire. Maintenant, il me reste suffisamment là, d'épaisseur sur mon brut pour peut-être juste reprendre une petite léchette sur le dressage de la face, histoire d'assurer le coup au cas où ma pièce aurait peut-être un tout petit peu bougé, j'en sais rien. Je me dis toujours, on ne sait pas, là, pendant l'alésage, si elle a un tout petit peu bougé pendant que je fais celui-ci, ça voudrait dire que ma face n'est plus perpendiculaire aux parois de l'alésage, ce qui serait dommage. J'ai donc la base qui est plus grande que le plateau supérieur, puisque l'appui du mort mobile va se faire sur le côté de celui-ci. Il faut que le diamètre soit inférieur pour la partie de dessus. Je regarde juste mon chanfrein là. Je vais pouvoir l'augmenter un tout petit peu. On va faire ça. Voilà qui me plaît mieux. C'est donc l'outil à chanfreiner à 45 degrés que j'ai utilisé en bout là, pour faire justement les arcs de cercle concentriques. Et je me dis peut-être que j'ai pas besoin d'une profondeur extraordinaire là pour l'évidement. Il faut simplement que j'ai juste 2 surfaces de contact lors de la rotation de la pièce, puisque la base supérieure elle est plane. Ça sert à rien qu'on frotte sur toute la superficie, d'autant plus qu'ici je vais avoir un petit graisseur qui va venir pour faire pour lubrifier juste la partie là, de contact. Donc je me disais peut-être qu'avec cet outil je pourrais simplement plonger un tout petit peu et puis voilà, en bougeant, enlever un peu de matière. Ce qui, dans tous les cas, me donnera déjà la dimension nécessaire. Et si j'arrive pas à aller à la profondeur que je désire faire, eh bien, je pourrais terminer sur la fraiseuse après avec la tête à alaiser. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais commencer à faire un tout petit peu mon évidement central avec mon outil à chanfreiner. Je vais me mettre en appui là sur mes morts. Par contre, pour pas abîmer la circonférence là, à l'extérieur de la pièce, je vais mettre donc mes petites plaquettes en laiton, ce qui va me demander de laisser plus d'espace. Donc là, je suis sur ce trait concentrique. Alors, on est parti pour aller maintenant mettre ça au rond, ce qui va me prendre un certain temps. Le résultat, il est là. Je suis dans le 100e, mais pas mieux. Donc on y va comme ça. Allez, chaillotage là pour arriver au diamètre extérieur. Dressage de la face en respectant donc mon épaisseur. Et c'est là où je vais avoir le verdict. C'est une fois que je vais donc prendre une pince pour dresser la face. Je vais pouvoir mesurer ici un peu à différents endroits, voir le parallélisme de celle-ci, puisque là je suis simplement appuyé sur le plat des morts. J'ai donc pas de réglage.
va généralement mieux quand on allume la caméra. Voilà, la pièce est terminée. La reprise sur l'extérieur là est pas mal du tout. J'ai une toute petite rayure qui est due en fait au moment où j'ai arrêté le chariotage, j'aurais dû tout de suite me retirer, ce que j'ai pas fait et ça m'a donc mais j'étais bien centré, donc je suis content. Après, si je prends maintenant l'épaisseur ici, j'ai un 35,96 et j'ai un 35,82. Donc je suis pas super méga parallèle, de loin pas. 35,92, 24. J'ai un dixième quand même, hein. Ce qui est beaucoup. Maintenant, ça n'a absolument aucune incidence sur le fonctionnement de la machine. Elle sera juste un dixième inclinée sur la base, puisque c'est là-dessus qu'on va venir la fixer sur les plaques en acier. Donc au final, pas de souci. Je suis ici sur le marbre pour simplement déjà vérifier le parallélisme entre mes deux faces. Parallélisme qui n'est absolument pas satisfaisant, puisque j'ai atteint le dixième de différence entre la face du dessus et la face du dessous. Donc ça va pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que j'avais des théories là dans le film plus tôt, que ça n'avait pas d'importance justement si j'avais une différence de parallélisme entre les deux faces, puisque la face de contact était donc travaillée en même temps que la paroi de mon alésage. Donc là, on est perpendiculaire actuellement, cette face et la paroi de l'alésage. Mais c'est là où je me trompe, c'est qu'en fait, puisque je vais devoir le reprendre, cet alésage avec ma tête à aléser, sur la fraiseuse, eh bien la face de référence, qui est celle-ci, va venir... va changer. Elle va donc être la face inférieure, puisque la pièce est donc posée sur la fraiseuse, et que c'est donc en retravaillant l'alésage, eh bien l'alésage sera perpendiculaire plus avec cette face-là, mais avec la face du dessous. Ce qui veut donc dire que cette face qui est en biais va le rester par rapport donc à l'alésage, et j'aurai pas de contact sur toute la périphérie là avec mon plateau supérieur. Par chance, je reprends donc l'alésage et j'ai un petit peu de matière là, donc un dixième, ça va pas non plus. Je vais devoir reprendre la surface du dessus là sur ma fraiseuse pour garantir le parallélisme total entre cette face et la face du dessous. D'où l'utilité peut-être de partir déjà un tout petit peu différemment lorsqu'on travaille sur le tour, puisque moi j'ai procédé ainsi, hein, j'ai travaillé cette face en premier, l'alésage. Ensuite, j'ai retourné et je me suis simplement appuyé sur le fond des morts en pensant que j'allais avoir 3 fois rien de faux rond. Ce qui n'est pas le cas sur un gros mandrin comme ceci. Et puis je pense que de toute façon, sur tous les tours, c'est le même problème. On doit pouvoir régler la pièce dans ce plan-là. J'aurais pu le faire, je suppose, déjà donc en laissant un peu d'espace derrière la pièce et pas m'appuyer sur le fond des morts. Et surtout avec un petit pépitas. Je serais venu ici palper déjà pour me centrer dans ce sens-là. Ça aurait été plus facile que de vouloir me mettre sur l'extérieur. J'étais assez près des morts là qui tournent, c'était pas super pratique. Et le pépitas, en le chariotant dans ce sens-là, vu que j'ai 35 mm, j'aurais pu voir l'inclinaison ici et corriger. Et certainement être beaucoup plus proche, avec un meilleur résultat final, on va dire, entre les deux faces. Maintenant, j'ai souvenir d'avoir vu sur la chaîne de Tom Lipton une vidéo qu'il avait faite avec un système qu'il a mis en place sur son mandrin 4 morts. Il a mis 4 vis, si on a le mandrin ainsi, il a mis 4 vis qui sont réglables, donc sortir et rentrer. Et en se palpant sur la tête des vis, lorsqu'elles sont toutes réglées sur le même plan, on peut ainsi garantir voilà, le parallélisme
entre les deux faces. Donc on vient s'appuyer avec la face à travailler sur la tête des vis et puis on dresse la face extérieure. Et là on obtient vraiment un résultat beaucoup plus correct. Ça sera donc à mon avis un petit projet là que je vais pouvoir mettre en place sur ce gros mandrin à 4 morts pour pouvoir lors d'une prochaine fois être beaucoup plus précis sur le résultat des deux faces. La suite, eh bien, je vais préparer la partie inférieure ici de ma pièce. 4 vis, 2 goupilles. Puisque dans le travail comme je l'ai prévu, je vais donc devoir reprendre l'alésage, traversant sur les 2 tôles inférieures. Mais ensuite, je vais devoir enlever la pièce pour pouvoir préparer le bloc ici, qui vient sur le côté, puisque lui aussi, avec la tête à aléser, je vais devoir obtenir la même circonférence, puisqu'il vient au contact sur le bord, là. Donc je dois enlever la pièce et la remettre, d'où peut-être l'utilité des 2 goupilles, qui vont me permettre de me repositionner super précisément là, par rapport à cet alésage, traversant entre les 2 pièces différentes. À voir, ça sera pour le prochain épisode. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à tout bientôt. Allez, salut!